C'est la plus grande forêt d'Europe, 1 million d'hectares plantés majoritairement de pins maritimes. Un paysage identitaire des Landes que certains pourraient croire monotone, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, je vous emmène en balade dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne avec deux promesses. Vous émerveiller, vous surprendre. Au programme, la forêt d'art contemporain, un immense musée à ciel ouvert, un sylviculteur atypique amoureux de ses ambiances forestières et pour finir, un artiste qui a fait du bois la matière première de ses délirantes créations, cap sur les Landes, une forêt d'émotions. Survoler le département des Landes, c'est un peu comme naviguer au-dessus d'un océan de verdure. La forêt, qui occupe les 2/3 du département, structure les paysages, lui donne une certaine uniformité. Mais dès que l'on plonge sous les cimes des arbres, on découvre un autre monde, plus varié, celui des sous-bois, des fougères. Il arrive même parfois d'y croiser d'étranges créatures. Un bel Apollon qui prend son bain dans ce petit étang à côté de Luxeuil, c'est quand même une étrange vision, Lydie. Oui, c'est la dernière œuvre installée pour la forêt d'art contemporain, donc la numéro 19, Hello Apollo de Marine Julier, installée en 2017. Et Marine Julier est une jeune artiste qui a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, qui monte vraiment en ce moment, voilà, qui expose partout dans le monde. Donc c'est avec plaisir qu'on a pu la recevoir pour cette belle œuvre. C'est une rencontre du naturel, c'est-à-dire le cadre dans lequel on est, et puis de l'artificiel, l'œuvre, et les deux interfèrent. C'est-à-dire que le cadre est changé et l'œuvre est changée quand on les réunit. C'est ça, c'est-à-dire que le cadre, voilà, l'écrin de nature ici, vraiment va jouer beaucoup dans l'approche de l'œuvre, puisque si on revient de saison en saison, on ne voit pas l'œuvre de la même manière finalement. Dès lors qu'il y a une œuvre installée, on retrouve comme ça cette idée de lieu où c'est réinvesti par les gens qui viennent pique-niquer, qui viennent se réapproprier. Ah oui, parce que sinon, cet étang, on pourrait passer devant Voilà. sans y prêter attention, alors que là, maintenant, les gens du village qui est juste à côté viennent, c'est ça? Ils vont venir pour ce prétexte-là, ou ils venaient peut-être déjà pour pêcher, mais là, il y a quelque chose de plus pour créer l'attraction, on va dire. C'est-à-dire qu'une œuvre d'art, ça change, l'air de rien, beaucoup de choses. Exactement. La forêt d'art contemporain, c'est l'histoire de Landaises et de Landais qui, au lendemain des 2 tempêtes dévastatrices pour cette forêt, décident de se mobiliser pour accompagner d'une manière inédite la reconstruction de ces paysages identitaires. L'idée est de créer un parcours itinérant original, de faire de la forêt un immense musée, sans aucun mur, en posant aux 4 coins du parc naturel régional des Landes de Gascogne des œuvres d'art. Ces lumières du matin, c'est déjà un spectacle en soi, hein. Ah. Bon là, la symbolique, elle est assez évidente avec cette œuvre. C'est un peu comme si vous invitiez les habitants, les visiteurs à franchir une porte, à passer dans un autre monde, c'est ça? Tout à fait. Et à ne pas hésiter à faire ce pas vers l'art contemporain. Au total, dans la forêt d'art contemporain, il y a combien d'œuvres? Ça couvre quel territoire en fait? Alors ça couvre le territoire du parc naturel régional des Landes de Gascogne, avec 19 œuvres aujourd'hui. Oui. Mais demain, 20, 21, 22. Et l'objectif final, c'est combien? On n'a pas d'objectif final particulièrement. On continue tant qu'on peut, tant qu'il y a de la demande.
Mais en fait, c'est un immense territoire, hein, parce que là, ça se calcule en dizaines, voire pas loin de 100 km. Centaines de kilomètres. Ouais. Alors, il y a une grande variété. Bourrideis, par exemple. Il y a ce cheval jaune, un peu pixelisé, qu'on croit tout droit sorti d'un écran d'ordinateur. Oui. Ça surprend. Hein. C'est fait pour. Ça surprend, puis c'est aussi l'histoire du cheval de Troie. Cheval de Troie, voilà, c'est un peu la symbolique de la forêt d'art contemporain aussi, qui amène l'art en extérieur et qui arrive comme ça, un peu comme un cheval de Troie, mais bon, tout ça vraiment de manière pacifique. Alors là, je vois d'étranges objets suspendus. Qu'est-ce que c'est, ça, en fait? En fait, c'est un carillon. C'est un carillon qui sonne, non? Tout à fait. C'est vrai, je peux le faire? Ça te fait pas penser à quelque chose, Eric, ce son? Ben, ça me fait penser au sonnail, aux brebis. Exactement. Et là, c'est pour nous rappeler qu'avant qu'il y ait cette forêt, il y avait 1 million de brebis, hein, je crois. C'est ça. Sur On est les ici, landes. en fait, sur un espace d'un ancien aérial, donc l'habitat traditionnel landais d'autrefois, donc avec évidemment le troupeau de moutons. C'est chouette parce qu'on s'aperçoit que plus on approfondit, plus il y a des choses en fait qui sont dites par l'œuvre. Hein. Tout à fait. C'est parce que ce sont des acteurs locaux qui ont créé ce projet que la Forêt d'art contemporain est une telle réussite. Parmi les membres fondateurs, un extravagant personnage, Christophe Doucet. Diplômé des Beaux-Arts de Bordeaux, cet artiste sculpteur plasticien a également été forestier durant 20 ans. Salut Christophe. Ah, salut. Je t'ai entendu avant de te voir et tout de suite je me suis dit, là il y a quelqu'un qui travaille très physiquement. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et là, tu vois, je suis une madone. Là, tu vois, il y a la tête, et puis bon, c'est une madone sur un serpent. Un peu comme celle que tu as vue en arrivant, là. C'est un immense morceau de bois, c'est quoi là comme C'est du essence? chêne. Du chêne d'ici. Ce qui me touche tout de suite, ce qui me surprend, c'est que tu es physiquement engagé, tu es debout à cheval en train de Bah taper. ouais, comme si je faisais une pirogue. C'est un peu pareil, c'est tu vois. vrai. Non, mais il y a l'idée de pirogue aussi à l'intérieur, là. Là, il y a Que sa je jolie creuse. tête, Ouais. déjà, hein, qui a bien pris forme. Ouais, mais là, pour l'instant, il n'y a que le nez à esquissé. Après, je sais pas, tu sais où il faut s'arrêter dans la finition. S'il faut rester juste aller au stade de l'ébauche ou avancer, c'est toujours la question que je me pose. Tu fais toujours des pièces aussi grandes? Non, pas toujours, j'en ai des petites, là. Elles sont dedans, si tu veux, on peut aller voir. Allez, je te Tu suis. vas voir ça. Une explosion de couleurs. Alors tout ça sont des masques. Ouais. Alors comment les gens interfèrent en fait avec ça? Et en fait, chacun choisit son masque. C'est amusant, mais chacun choisit son animal totem un peu, tu vois. T'as le canard, là, t'as une espèce de renard, t'as un corbeau. Donc ça veut dire que tu le prends Voilà, et puis... tu le prends, tu l'essayes et tu te regardes dans le miroir avec. Ah, Tu vois. ah oui. Et Oh, mon moi a changé visiblement. Exactement. Et tu te vois animal, pardon, devant les autres animaux. Et donc, tu vois, il y a un sentiment de vertige qui se met en place, quoi. Quel volume. Waouh. Qu'est-ce que c'était cet endroit? Une distillerie de résine. C'est un lieu plein d'histoire, quoi. Ouais. Bon, on comprend le goût que tu as pour ce matériau, le bois. Pourquoi? En fait, c'est des arbres, tu vois. C'est du bois, mais c'est aussi des arbres. Ils ont une densité, quoi, une présence. Ils sont là. D'ailleurs, pourquoi ce sont avec des arbres que tu as voulu faire tes créations? Un peu par facilité, parce qu'ici, il y a du bois. Si j'aurais été en montagne, j'aurais travaillé avec de la pierre. Mais ici, ben, forcément, je travaille avec du bois, si tu veux. Et puis, ce qui est important dans la sculpture, c'est de commencer en forêt, tu vois, d'aller chercher l'arbre en forêt. C'est pour ça que c'est du bois, mais c'est aussi des arbres. Il y a un geste qu'on fait tous avec le bois, c'est qu'on le touche. Je voyais Ouais, c'est te vrai. toucher. Tu as remarqué? Ouais. Moi aussi. Bah, c'est quelque chose de charnel, le bois, en fait. Hein. C'est une densité, une chaleur.
Ça a été vivant. C'est vivant, ouais. Ça l'est encore, hein. C'est vivant. C'est vivant parce qu'il y a des bêtes dedans et des termites. Ça grignote. Crache, crache. Tiens, je te montre un truc, tu vas voir. En fait, je monte dessus, tu vois. Hop. Hop. Faut pas se casser la gueule. Mais... En fait, tu vois, les sculptures, elles sont faites pour aller dedans. En fait, tu vois, c'est comme les masques dedans. Tu vois, les masques, tu mets le masque sur la tête et là, tu vas dans la sculpture. Celle-là, tu vas à l'intérieur. Toujours, si tu veux, c'est pas qu'une sculpture comme ça, il y a un rapport au corps. Tu es dedans, avec, tu la portes. C'est comme un outil, tu t'en sers et tout ça. En tout cas, il est beau, ton sarcophage. Merci. Moi, il me plaît bien. Il me plaît bien. Et alors, attends, ça, je peux rentrer dedans? Ah ouais, vas-y. Ah bah alors, j'y vais aussi parce que tu m'as donné envie. Allez, hop, génial. je m'installe. Et tac. Et tu vois, quand tu parles, c'est un autre son. Eh ouais. Oh, ah ouais, Tu carrément. peux chanter. Ah, j'ai des frissons. Quel rôle peut jouer la culture dans la vie quotidienne d'un département rural? Pourquoi l'art contemporain devrait-il être réservé aux visiteurs des musées installés dans les grandes villes? C'est autour de ces interrogations qu'est née la forêt d'art contemporain. À Garin, petit village de 437 habitants, Éric retrouve Lydie et Philippe Sartre, l'un des initiateurs du projet. Salut Philippe. Toi qui es également maire de ce village de Garin, dis-moi comment ça s'est passé quand vous avez imaginé mettre juste à côté de l'église cette œuvre d'art, cette cage dans laquelle justement il y a des œuvres qui régulièrement sont exposées. Nous, on fait ce qu'on appelle des assemblades, c'est-à-dire qu'on invite toute la population à venir débattre du projet. Chaque fois qu'on met en place une œuvre dans une commune. Alors instinctivement, ça réagit plutôt comment? C'est bien ou c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Ça sort chaque fois. Mais ce qui apaise vite le débat, c'est le contact avec l'artiste. En réalité, on se rend compte qu'au fil de l'eau, au fur et à mesure, il y a une forte appropriation de ces œuvres par les gens du territoire. C'est-à-dire des gens qui étaient opposés, demain tu leur dis Oui. par exemple j'enlève ça? Ah non, pourquoi l'a-t-on enlevé? C'est pas possible, c'était bien. Il y avait du monde qui venait nous la voir, voilà. Philippe, tu vas nous ouvrir les portes de cet étrange zoo. C'est quelque chose que normalement le visiteur ne fait pas, Lydie. Oui, tout à fait. C'est le concept de cette œuvre, le zoo de sculpture de Laurent Le Dunff. En fait, c'est de se poser la question de savoir si on protège les œuvres de l'homme vandale ou si on se protège nous-mêmes de l'art contemporain. Philippe, pour toi, l'art contemporain dans un milieu rural, c'était une évidence? Oui, c'est vraiment une évidence. Je pense que ça participe à la vie sociale. Je pense aussi qu'il y a de moins en moins d'écart entre le monde rural et le monde urbain. On est avec les mêmes revendications de modernité, de voyage, etc. Et tout ce qui touche au culturel est très actif en milieu rural. Pour mieux comprendre à quel point cette initiative fait corps avec ce territoire, Lydie emmène Éric vers la toute première œuvre qui fut créée. Cette immense table renversée par un coup de vent imaginaire est une évocation de la terrible tempête de 2009. Elle rappelle la fragilité de cette forêt. Est-ce que les gens qui viennent ici, ils agissent de la même manière par rapport aux œuvres qu'ils le feraient s'ils étaient dans un musée, mais avec des murs tout autour? Alors, au début, oui, curieusement. C'est-à-dire ils restent un peu figés, c'est ça? C'est-à-dire, oui, effectivement, ils restent figés. Et puis, de manière naturelle, ils vont se positionner sur ce qu'ils pensent être le devant de l'œuvre. Alors qu'évidemment, il n'y a pas forcément de devant ni de derrière. On peut faire le tour et l'appréhender de différents points de vue. Mais il y a cette attitude qui nous reste de par voilà, notre habitude au musée fermé ou à la galerie. Puisque ces œuvres sont une invitation à se sentir libre, moi je vais faire quelque chose, c'est que j'ai envie d'aller la toucher, cette table. C'est rare, hein. Généralement on ne touche pas des œuvres d'art. Toucher ce bois. Et puis de profiter du soleil automnal et de regarder ces paysages. Pour toi, cette forêt des Landes, c'est un bel endroit pour exposer des œuvres d'art? C'est un très bel écrin. Et puis il y a un point commun entre cette forêt et les œuvres, c'est que toutes deux sont des créations humaines. On pourrait croire que cette forêt des Landes est là depuis la limite des temps. Il n'en est rien. 1857,
Napoléon III légifère pour obliger les communes à drainer les sols et à planter des pins. En quelques années, les paysages changent totalement. Les landes rases, occupées par des bergers et plus d'1 million de brebis, laissent place à cette immense forêt. Les autorités mettent en avant l'argument hygiéniste, mais le projet est avant tout économique. On va produire du bois, bien sûr, mais surtout de la résine dont la France industrielle a grand besoin. Un siècle et demi plus tard, des sylviculteurs comme Jean-Claude, dit Cacot, continuent de cultiver la plus grande forêt artificielle d'Europe. Et c'est en calèche, son autre passion, que Cacot invite Éric à parcourir cette forêt. Cacot, t'avais quel âge la première fois où tu es venu dans ces forêts? Je ne sais plus. Je sais pas, dès que je savais marcher, je pense que mon père m'a amené visiter sa forêt puisqu'il était déjà passionné. Sylviculteur en fait, ton père? Sylviculteur, oui, bien sûr. Sylviculteur et muletier. Et donc il y avait déjà un grand-père aussi sylviculteur? Grand-père sylviculteur, bien entendu. Il y avait 3 générations. Donc nous sommes des familles de sylviculteurs depuis, j'allais dire, voilà, des temps très anciens. Si on fait une analyse de sang, c'est pas du sang, c'est de la résine quoi. Que Voilà, t'as dedans, oui, ça peut être ça aussi. Allez, on repart. Allez, gypsy, marchez, allez. Marche, allez, hop, allez. Vas-y, gypsy, vas-y. Ça change tout de circuler dans cette forêt en étant en hauteur comme ça, sur la Oui, plage. évidemment, les paysages sont différents, on voit de loin, puis il y a la paisibilité du transport. Oh, les lumières là quand même, Voilà. les fougères, c'est... Chaque saison a son sous-bois, sa faune, sa flore. Enfin, c'est extraordinaire. Regarde, là, nous sommes en automne, il y a les fougères qui commencent à jaunir, la calune qui est en pleine fleur dans la lande sèche. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis là, tu vois, je regarde les arbres pour les mesurer, pour les mettre à la vente, donc pour les cuver. Mais tu le mesures à l'œil? Ben oui, je ne sais pas faire autrement. Et alors quelle hauteur là? Attends, je vais te dire ça. Voilà. Je dirais 20 mètres. Et là pour avoir cette façon de mesurer, c'est un savoir-faire ça. C'est les cheveux blancs, voilà, c'est l'habitude de le faire tel qu'on a pu. Mais je ne sais pas t'expliquer comment je fais, parce que voilà, je sais que ça tombe pile. Alors tu as la hauteur et après tu fais quoi? Eh bien après, on va s'approcher donc de l'arbre pour Allez. mesurer la circonférence, tout simplement. Oui, alors pour mesurer, j'utilise le mètre de couturière de ma maman, tout simplement. C'est-à-dire on fait les culottes avec et on mesure l'arbre quoi. Aussi, voilà. Et puis donc, il s'agit de donc le mètre, voilà, il s'agit de lancer le mètre et de faire le tour de l'arbre, tout simplement. Voilà. Ah, c'est pour ça qu'il y a Et une... oui, il est lesté. Et là, on peut dire que cet arbre-là fait 180 de circonférence, c'est-à-dire 1,80 m. Voilà. Je suis en admiration devant l'écorce. C'est-à-dire c'est un tableau. Oui, mais Tu te rends compte à c'est quel un point arbre c'est très beau? vieux. C'est un arbre très vieux. C'est pour ça. Très vieux, c'est quoi pour un pin? Pour un pin, c'est 50, 60 ans. 60 ans, c'est vieux. Alors maintenant que tu l'as mesuré et qu'en gros il est bon pour la coupe, Voilà, bon, pour avec la coupe, respect, tu fais quoi? pour ne pas le remesurer plusieurs fois, donc on le marque. Voilà. Ici, par exemple, tu vois. Et voilà. Un coup d'écorce, tout simplement. Et là, l'arbre est mesuré, il est compté, il est répertorié. Je suis pas sûr que tous les gens qui se promènent dans la forêt se rendent compte à quel point c'est une forêt humaine, cultivée. Sylviculteur, c'est ça, c'est faire pousser ces arbres. Mais c'est ça la sylviculture. En fait,
c'est pour ça qu'on a du mal à expliquer les choses, pourquoi on garde les arbres aussi longtemps, etc. Parce qu'il y a un côté affectif, déjà. Et puis un arbre, il faut le faire... Enfin, moi je dis qu'un arbre, il faut le faire tomber tant qu'il est vivant, c'est le respect qu'on lui doit. Quand il est mort, c'est pas la peine, c'est foutu. Voilà. Mais on les garde au maximum parce que je te garantis, quand on fait tomber des arbres, les gens ne se rendent pas compte. Enfin, ceux qui ne sont pas sylviculteurs ne se rendent pas compte. Les gens disent oui, il va faire de l'argent, il va faire des trucs. Non, voilà, ça fait de la peine. Ah ouais. Ah oui, mais c'est abattre un arbre, c'est une peine. Mais après, bon, tout le monde ne me croit pas, mais pourtant c'est vrai. Ah si, bah, je vois tes yeux, je sais que c'est sincère. C'est vrai, voilà, je suis... bon, voilà, c'est quelque chose, quoi. C'est pour ça qu'on se dépêche maintenant à replanter pour oublier tout ça. Est-ce que tu penses qu'on peut comprendre ton attachement à cette forêt quand on ne vit pas là? J'ai l'impression que tu as tellement tout ce territoire dans le sang, dans le cœur. Les Landes, c'est des changements de saison, avec des changements de fleurs, des changements de paysage à travers la faune, la flore, etc. Quand je t'écoute, j'ai l'impression que cet endroit, ça te rend quand même heureux. Je suis très content d'être là. Je ne voudrais pas être ailleurs, ça c'est sûr. Cet attachement qui prend racine dans cette terre, chacun l'exprime à sa façon. Pour Christophe, notre artiste plasticien, l'hommage à l'histoire landaise a pris la forme d'une œuvre in situ créée pour la forêt d'art contemporain. Surprise, pas de sculpture en bois, mais ces 4 colonnes en pierre surmontées d'oreilles de lapin qui délimitent un espace au centre duquel se tient la vieille cabane du garde-vache. Ton œuvre, elle fait référence à quelque chose qui a existé au Moyen-Âge, la sauveté. C'était quoi? La sauveté, c'est dans mon village natal. J'étais très intrigué, à Lus, dans les Landes. Il y avait ce qu'on appelle des croix de sauveté. C'est-à-dire c'est un périmètre, ma grand-mère me disait, au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas poursuivis, si tu veux. Les brigands, tout ça, ils arrivaient et là, ils étaient tranquilles parce que la loi féodale ne s'appliquait pas. Et généralement, c'était les moines qui créaient ça pour défricher, tu vois, créer un monastère, tout ça. Et ce qui m'a plu ici, tu vois, j'ai repris la même idée de la borne, enfin construit en pierre, et au lieu de mettre une croix, j'ai mis une oreille de lapin. Je trouvais que c'était plus... Puis c'est plus en rapport à mon boulot que tu as vu, quoi, à l'atelier. Alors là, au milieu, il y a cette cabane, c'est aussi toi qui l'as faite? Non, la cabane, elle y était déjà, si tu veux, mais elle était un peu destroy, c'est quand j'ai fait mon enquête au village avant, à Broca, pour faire mon projet, si tu veux, tous les gens me disaient « Oh, mais là-bas, à Garbaché, il y a un endroit, mon mari y allait quand il était gamin, ou alors l'autre, oh, c'est là que j'ai rencontré mon mari. » Des petites histoires pas possibles. Garbachette, ça signifie quelque chose en patois landais? Alors je pense que Garbaché, ça veut dire le garde-vache. Parce qu'ici, il y avait pas de pain, il y avait que de l'herbe. Et je pense que c'est les gars qui venaient garder le bétail. Et quand il pleuvait, tu vois, ils venaient s'abriter là. Tiens, ben on va regarder dedans, commencer. J'ai toujours une surprise parce que j'ai jamais commencé. À l'intérieur, il y a toujours des nouveaux. Alors moi, ce qui me surprend, c'est que là, je vois des cendres, je vois de quoi manger, grignoter. Ça veut dire quoi? Les gens viennent ici, La cabane, elle est habitée. Hein. Il y a des gens qui viennent. Je pense qu'il y a des gens qui viennent dormir. J'avais fait ces 2 lits, là. En fait, ton œuvre, elle continue à vivre. Tu l'as posée là, mais les gens viennent la faire. Elle a une sorte d'autonomie. Si tu veux, je l'ai faite, elle ne m'appartient plus. Elle continue à vivre toute seule et ça, c'est ma plus grande fierté. Tu sais qu'on se sent bien ici. Mais tant mieux. Ça me fait plaisir. Quand tu regardes un paysage comme celui qu'on a en face de nous, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois seulement le panorama ou est-ce que tu vois plus que cela? Si tu veux, pour moi, le paysage n'est pas que visuel. C'est pas que quelque chose, c'est tout le corps qui est pris par le paysage. C'est pas simplement ton regard, c'est l'ensemble, tu vois. C'est aussi ce que tu entends un peu le vent. Tu sens qu'il y a une énergie dans ce sol. C'est cet ensemble qui fait le paysage, pas simplement ce qui est visuel. Comment tu pourrais expliquer ton attachement à cette terre des Landes, à cette forêt? D'abord, j'y suis né. Je suis né ici, quoi, si tu veux. Je suis un natif des Landes, donc c'est pour ça que je suis attaché. Et que, si tu veux, à la sortie des Beaux-Arts, on m'a dit tu devrais aller à Paris, ça marcherait bien et tout ça. Et puis moi, j'ai pas eu envie. Je me suis dit non, moi je vais retourner dans les Landes. Et puis mes profs m'ont dit mais t'es fou, tu t'enfermes, c'est un enterrement de première classe. Ouais, ils m'ont dit ça. Et non, mais moi j'avais envie. Je me dis non, c'est là que je suis bien, c'est là que j'ai envie de travailler. Et pourquoi pas, quoi.
De l'art contemporain dans une zone ô combien rurale, ça prend tout son sens à t'écouter. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'art contemporain, on a tendance à associer ça, si tu veux, à quelque chose d'inaccessible, alors que pas du tout. Regarde ici, tout le monde y vient, les chasseurs, enfin, tout le monde vient ici, donc au contraire, hein, je te prouve le contraire, là, par cette sauveté. Tu me le prouves et je dois te dire, je me sens super bien ici avec Cool. toi. Ben reviens, t'es le bienvenu. Je reviendrai.